animé aujourd'hui par Maître Berthet et Maître Guerneau-Catrou, respectivement notaire et avocat. Alors, certains connaissent déjà Maître Berthet, d'autres pas encore. Mais le thème le thème d'aujourd'hui est sur la SCI et la SARL de famille, bonne ou mauvaise idée, est-ce que l'une vaut l'autre? Je ne crois pas. Et tous les secrets que vous pouvez demander à ces spécialistes seront révélés au plus grand nombre. J'en profite en termes d'actualité un petit peu, vous évoquez juste un petit point sur le fait que notre revue papier est désormais en stand-by pour des raisons de partenariat avec l'éditeur pour des surcoûts qui sont importants et qui ne peuvent plus être pris en charge. Donc on est en train de réfléchir à une version différente. On peut, et vous pouvez, il suffit d'écrire à la Chambre, de voir avec l'accueil pour basculer sur une revue sous format électronique sans aucune difficulté. Et la Chambre essaie de réfléchir à un format trimestriel ou un format biannuel avec les consultants pour une revue qu'on éditerait nous-mêmes, qu'on reprendrait. Donc c'est un sujet qui est en cours, qui est en actualité. Je vous invite à échanger avec l'accueil pour faire basculer, pour ceux qui sont abonnés à la revue, sur un format électronique. La revue était extrêmement importante lors des déclarations d'impôts. Remporter le prix des appartements, le prix des Oui, alors, donc monsieur disait qu'il y a un temps passé où dans la revue on avait des valeurs vénales d'appartements quartier par quartier, notamment pour certaines déclarations fiscales. Alors, il est vrai qu'on avait des analyses statistiques assez globalisées qui pouvaient se faire dans le passé. Aujourd'hui, attention, ce n'est pas le sujet de cette réunion, mais l'administration fiscale et les valorisations de vos actifs sont à prendre élément par élément et individualiser les uns par rapport aux autres. Et les données statistiques ne reflètent pas toujours et souvent la réalité d'un bien que vous devez déclarer. Donc sur ces sujets-là, on a d'autres conférences qui sont mises en lumière chaque année. Je vous invite à revenir vers nous sur ces sujets. On n'a pas de base de valeur générale parce que tout simplement, ce sont des bases de valeur qui sont souvent faussées. Et pour siéger en commission départementale fiscale à Paris ou à Bobigny, je peux vous dire que l'administration fiscale a des outils aujourd'hui de recherche, de collecte, d'erreurs, d'invraisemblances, et qui peuvent coûter cher en prenant de la statistique de base. Donc, ça y figurait il y a quelques années parce que les méthodes étaient aussi différentes du point de vue de l'administration fiscale. On a aujourd'hui des outils qui sont différents. On en reparlera, mais elles ne figurent pas. Et dans notre futur projet, je ne pense pas qu'on puisse indiquer ces éléments de valeur. Voilà. Je laisse la parole surtout à nos deux intervenants et en vous souhaitant une très belle et très bonne conférence. Merci. Parfait. Voilà, parfait. Bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de la Chambre des propriétaires du Grand Paris. Sur le thème suivant, SCI ou SARL de famille, quelle structure choisir pour gérer et transmettre votre patrimoine? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Un peu plus fort? Bon, parfait. Pour les questions, on vous demandera de les poser à la fin de la conférence pour qu'il n'y ait pas d'interférence et que ce soit plus fluide. Ce sera une présentation méthodique, surtout concrète et pédagogique, on espère. Alors, nous souhaitions remercier tout d'abord M. Pinsol, président, M. Lamarck, directeur d'équipe qui œuvre
et qui vous accompagne au quotidien pour répondre à vos questions juridiques, également fiscales notamment. Une petite présentation. Alors, je vous présente Maître Garnaud Catrou, avocate. Bonsoir à tous, merci de me recevoir à la Chambre. C'est une première pour moi et c'est grâce à Marie que je suis là, donc merci. Très bien. Et Maître Berthet Marie, voilà, je suis consultante à la Chambre des propriétaires, j'en connais quelques-uns, chargée d'enseignement et formatrice chez Dallos Lefebvre sur ce sujet de transmission qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, c'est une question qui revient très régulièrement dans nos études, dans les cabinets d'avocats. La question, c'est la SCI ou SARL de famille. Souvent, les clients viennent nous voir et nous disent systématiquement, en cas d'achat, en cas de donation, est-ce que je dois créer une SCI pour acheter, pour transmettre à mes enfants notamment? Également, la même question se pose pour les SARL de famille. Alors, moins fréquemment, mais on a quand même cette question. Alors, sans trop donner la solution avant la conférence, je vous dirais que la SCI, notamment, n'est pas une baguette magique pour tout le monde. Je vais en faire des déçus peut-être. Il y a également la SARL de famille. Chaque cas est particulier et on doit l'adapter en fonction de votre situation. Donc l'objectif de notre présentation, c'est de vous donner des pistes de réflexion sur votre situation. Et ensuite, après, bien sûr, on pourra en discuter, échanger avec vos conseils pour trouver la meilleure solution possible. Donc, derrière ces choix juridiques se posent des questions très concrètes. Comment transmettre dans de bonnes conditions? Comment protéger un proche, qui peut être votre conjoint, votre partenaire de PACS, également vos enfants? Ça sera le sujet de notre présentation. Nous reviendrons sur les fondamentaux en début de présentation. Donc, les droits de donation, quelles sont les taxations, également les abattements, et on verra l'intérêt du démembrement de propriété et l'intérêt de transmettre le plus tôt possible. On dit toujours, il faut absolument transmettre hier et pas demain. Bon, donc on va essayer de vous convaincre de transmettre le plus tôt possible. Alors, pourquoi créer une société? Donc, c'est le sujet de notre conférence. Créer une société, ça permet d'éviter les conflits entre les héritiers. Ça permet également d'optimiser fiscalement. C'est actuellement un gros mot pour l'administration fiscale. Donc, on va montrer qu'il n'y a pas qu'une optimisation fiscale, il y a également une optimisation patrimoniale, juridique. Donc, on expliquera à l'administration fiscale via notre conférence que nos montages qu'on présente aujourd'hui n'ont pas pour but principalement fiscal. Donc, nous vous remercions de votre présence. Nous allons démarrer la présentation. Pour répondre au sujet de notre présentation, il faut d'abord comprendre, structurer son patrimoine, qui est devenu indispensable. Pour moi, la structuration du patrimoine n'est pas un luxe juridique, mais c'est indispensable pour des sujets juridiques, fiscaux, etc. Plusieurs objectifs dans le cadre de la transmission. Cela permet d'éviter les conflits entre les héritiers, également protéger le conjoint, partenaire, ses proches, transmettre progressivement aux enfants et continuer à gérer efficacement son patrimoine, tout en percevant les revenus. C'est souvent l'objectif de nos clients. On souhaite transmettre, mais on souhaite conserver quand même les rênes du pouvoir, les rênes de la gestion bien sûr, et conserver les revenus de notre patrimoine immobilier, puisqu'on ne connaît pas l'avenir du lendemain. Également, c'est le dernier point intéressant et parfois le plus important pour certains clients, optimiser fiscalement son patrimoine. Alors, je souhaitais rapidement revoir avec vous les bases des droits de succession et des droits de donation pour vous permettre ensuite d'obtenir des pistes de réflexion sur une possible structuration du patrimoine. Donc, comme vous le savez, l'administration fiscale offre des cadeaux à leurs contribuables, c'est-à-dire des abattements. C'est important de le savoir. Donc, c'est important de les utiliser, à bon escient, bien sûr.
Donc, concernant les cadeaux, il y a quand même une liste assez importante. On peut tout à fait transmettre à ses enfants, vous savez, tous les 15 ans, ça se régénère, vous pouvez transmettre par parent et par enfant 100 000 € par parent et par enfant, du vivant. Également, en cas de décès, c'est la même chose. Également, pour les petits-enfants, vous pouvez tout à fait transmettre 31 865 € en biens immobiliers ou en somme d'argent à vos petits-enfants. Donc, c'est important, puisque c'est par grand-parent et par petit-enfant. Vous multipliez par le nombre de petits-enfants. Si vous en avez beaucoup, ça fait des sommes importantes. Également, vous avez un abattement, du vivant toujours, de 5 310 € pour les arrière-petits-enfants, si vous avez également des arrière-petits-enfants. Attention, les abattements pour les petits-enfants et pour les arrière-petits-enfants ne valent que du vivant. C'est pour ça que j'ai toujours aux clients, si vous souhaitez transmettre aux petits-enfants et utiliser cet abattement, il faut faire des donations. Ça peut être des biens immobiliers ou des sommes d'argent. On va y revenir, mais une donation transgénérationnelle que vous connaissez, ça permet de transmettre aux petits-enfants tout en conservant l'usufruit et en créant une réversion d'usufruit à vos enfants. Concrètement, une donation transgénérationnelle avec démembrement, ça permet de transmettre et d'utiliser surtout les abattements aux petits-enfants, tout en conservant la main sur le bien et en donnant les rênes à vos enfants. C'est-à-dire que les petits-enfants, finalement, auront des droits sur ces biens immobiliers qu'au décès des grands-parents et de leurs parents. Ça peut être intéressant. Alors également, neveux et nièces, 7 967 €, les frères et sœurs, 15 932 €, donc là c'est quand même relativement bas, mais ça existe. Et également, les personnes détenant un handicap, ça c'est très important, donc si bien sûr ils remplissent ces conditions qui sont relativement souples, ils bénéficient d'un abattement de 159 325 €. Alors cet abattement de 159 325 €, il s'ajoute à l'abattement qui peut être possible par la loi. Si un enfant détient un handicap, eh bien concrètement, il a droit à 100 000 € plus 159 325 €. Alors, vous allez me dire, également, on a les 31 865 € de somme d'argent en plus. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Il y a des conditions. Il faut que le donateur ait moins de 80 ans et le donataire, celui qui reçoit, soit majeur, donc plus de 18 ans. Et ça, c'est tout à fait possible. Par enfant, également attention, si vous n'avez pas d'enfant, cet abattement joue également pour vos neveux et nièces. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Alors la taxation, je ne vais pas vous étonner, la taxation est relativement importante. Donc entre enfants en ligne directe, eh bien, on oscille entre 5 % et 45 %, tout en sachant qu'en principe, on est sur une tranche entre 20 et 45 %. Les frères et sœurs, on est sur 45 %, 35 à moins de 24 000 €, ce qui est relativement faible. Et ensuite, neveux et nièces et plus, 55 % et 60 % après le 4e degré, ou si celui qui va être destinataire de votre bien n'a pas de lien juridique avec vous. Voilà. Alors cette taxation est relativement pénalisante, donc l'intérêt, c'est d'éviter cette taxation, ou en tout cas de diminuer cette taxation au mieux. Donc c'est le sujet de notre conférence également. Alors pourquoi donner? Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais me permettre de vous donner les grandes lignes. Donc, c'est bien sûr pour aider vos proches, vos enfants par exemple, anticiper la répartition des biens, puisque souvent, quand rien n'est anticipé, la succession est compliquée à gérer. Il y a des conflits de famille qui arrivent. On dit toujours, la famille est très unie,
jusqu'à la succession. Voilà. Donc en général, pour éviter ce sujet, on préconise d'anticiper la transmission et en tout cas la structuration du patrimoine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous connaissez vos héritiers. Vous ne choisissez pas vos héritiers, mais par contre, vous pouvez tout à fait optimiser la transmission de vos héritiers. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, un qui a une appétence particulière pour la gestion immobilière, vous pouvez tout à fait leur transmettre des biens immobiliers. Un autre que vous ne voyez plus malheureusement, un enfant absent ou dispendieux qui dépense sans compter, on peut tout à fait le protéger et ça sera grâce à une société. Alors, le démembrement de propriété, je me permets de développer puisque ce sont les mêmes propos pour une donation d'un bien immobilier en direct, détenu en direct, que pour une donation de part sociale. C'est pour ça que je me permets de développer sur le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété, c'est un terme barbare, je le conçois. Par contre, il est très puissant, c'est un mécanisme très puissant. Un démembrement de propriété, c'est une dissociation du droit de propriété. L'usufruitier conserve les fruits et les revenus de biens, donc bien locatif, l'usufruitier conserve les loyers. Et ensuite, le nu propriétaire, c'est un propriétaire en attente, je dirais. Il sera pleinement propriétaire au décès de l'usufruitier. Quand l'usufruitier s'éteindra. Alors, l'usufruit peut être temporaire, c'est un usufruit temporaire, ou viager, et là, c'est au décès de l'usufruitier. Alors, ce démembrement de propriété, il y a plusieurs intérêts. Alors, le premier intérêt de la donation au démembrement de propriété, le premier intérêt, c'est que quand vous transmettez un bien avec une valeur qui est fixée. Je vous donne un exemple. Vous transmettez un logement, un appartement dans le Tarn-et-Garonne, par exemple, si vous suivez les actualités. Dans plusieurs années, il va y avoir cette autoroute qui va relier le Tarn-et-Garonne aux grandes lignes. Eh bien, votre appartement va prendre de la valeur. Si vous avez donné en nue propriété à vos enfants, par exemple, eh bien, la plus-value latente ne sera pas refiscalisée. La donation porte sur la valeur au jour de la donation. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, le deuxième intérêt, bien sûr, c'est l'assiette taxable. Plus vous êtes jeune, plus c'est intéressant de donner. Alors, je vais vous montrer l'article 669 du Code général des impôts. Et ensuite, je reviendrai sur les autres tableaux. Voilà. Vous avez la masse taxable. C'est-à-dire que la valeur d'usufruit s'éteint, c'est-à-dire l'usufruit s'éteint sans fiscalité. C'est ça qui est intéressant. L'extinction de l'usufruit n'entraîne aucun droit de succession. Le donateur donne la nue propriété tout en se réservant l'usufruit. À son décès, l'usufruit s'éteint sans fiscalité. C'est-à-dire que ce qui est taxé, c'est la valeur de la nue propriété. En fonction de votre âge, c'est toujours l'âge de l'usufruitier, c'est-à-dire du donateur qui est pris en compte. En fonction de l'âge de l'usufruitier, il y a une réduction fiscale sur la masse taxable. Vous transmettez un bien d'une valeur de 100 000 €, en fonction de votre âge, sera taxé une certaine valeur. Je vous donne un exemple. Si vous avez 65 ans, eh bien, vous avez une réduction fiscale de 40% de la masse taxable, c'est-à-dire que n'est taxé que 60% de votre appartement, c'est-à-dire 60 000 €. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant, premièrement, quand vous transmettez à des proches, des enfants, etc. Mais c'est également intéressant quand vous n'avez pas d'héritier et que vous souhaitez transmettre à d'autres personnes. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais la taxation est importante. Soit, la taxation est importante puisqu'on sera peut-être sur 60%, 45%, 55%, mais vous aurez quand même bénéficié de la réduction fiscale de la masse taxable. Donc, au lieu de transmettre et être taxé à 100%, vous serez taxé seulement sur 60%, 50%, 40% en fonction de votre âge. Donc, c'est toujours intéressant. Quand on me demande quel est l'âge idéal pour donner, je réponds toujours que dans tous les cas, c'est toujours intéressant, en fonction bien sûr de votre patrimoine, puisque vous voyez, même à 85 ans, vous avez 20% de réduction fiscale de la masse taxable. Tout dépend du patrimoine, il faut quand même qu'il soit relativement conséquent
pour qu'il y ait une économie fiscale qui se dégage. Ensuite, l'autre intérêt, c'est les frais d'acte et les frais d'acte de donation, les droits de donation et les frais d'acte. Les droits de donation, ce sont des taxes, les frais d'acte également, une grande partie qui sont également des taxes. Alors, ces frais peuvent être pris en charge par le donateur, celui qui donne. Ça, c'est également un cadeau d'administration fiscale, il faut le souligner. C'est-à-dire que vous pouvez, tout à fait, ce n'est pas considéré comme une donation indirecte, une donation déguisée, c'est tout à fait non fiscalisé. Donc, vous transmettez à vos neveux et nièces, vous avez quand même des taxes importantes, eh bien, celui qui transmet à ses neveux et nièces, eh bien, peut tout à fait prendre en charge l'intégralité des taxes et des frais d'acte. Alors, pourquoi donner le plus tôt possible? Donc, j'ai déjà répondu partiellement à la réponse. Pourquoi donner le plus tôt possible? Donc, premièrement, bien sûr, plus jeune vous êtes, plus important est le gain fiscal, puisque vous avez une réduction fiscale en fonction de votre âge. Mais également, il n'y a pas que ça. Vous bénéficiez de l'abattement. Comme on l'a présenté, tous les 15 ans, ça se régénère. Donc, on estime et on conseille aux clients de donner le plus tôt possible pour que l'abattement se régénère le plus rapidement possible et pour qu'on ait la chance peut-être d'avoir une deuxième chance d'utiliser cet abattement. Deuxième intérêt également, c'est le calcul de l'impôt sur la plus-value. Comme vous savez, le calcul de l'impôt sur la plus-value, l'administration fiscale nous octroie une exonération totale au bout de 22 ans de détention d'un bien immobilier concernant l'impôt sur la plus-value. 30 ans pour les prélèvements sociaux. Alors, déjà au bout de la 5e année, vous avez une réduction partielle de l'abattement de l'impôt sur la plus-value. Eh bien, ce décompte court à compter du jour de la donation, alors même que le donateur, celui qui a reçu le bien immobilier, ne le reçoit qu'en nue propriété. C'est ça qui est intéressant. Je vous donne un exemple. Des parents donnent la nue propriété d'un appartement à Bordeaux. Seulement la nue propriété. 20 ans après, ou 30 ans après, les parents décèdent. Malheureusement, une petite brouille avec les enfants, ils ne veulent pas le conserver en indivision, ils veulent le vendre. S'ils le vendent, ils bénéficient de l'exonération totale de l'impôt sur la plus-value et des prélèvements sociaux. Pourquoi? Parce que grâce à l'administration fiscale, elle considère que le décompte de l'abattement et donc de l'exonération se fait à partir du jour de la donation. C'est pour ça que je me permets de conseiller aux clients de donner le plus rapidement possible. Également, un autre intérêt, c'est que vous transmettez le plus tôt possible. Les lois de finances, actuellement, nous donnent la possibilité de bénéficier de cette réduction fiscale. Peut-être que dans les années prochaines, ça ne sera pas le cas. Donc, tant que ça existe, je dis toujours à mes clients de le faire. Alors, je vous ai également évoqué la neutralité de la plus-value éventuelle. C'est-à-dire, vous avez le cas d'un client, vous souhaitez faire des travaux, des gros travaux, vous savez que peut-être que le PLU changera, vous avez un terrain non constructible, peut-être dans 10, 15 ans, vous allez avoir un terrain constructible. Là, ça sera le bon moment de donner. Pourquoi? Parce que ça fige la valeur du bien. Fiscalement, vous transmettez un bien qui a une valeur de 100 000 €. 15 ans, 20 ans après, le PLU change, il devient constructible, la valeur est d'1 million d'euros. Eh bien, il n'y aura pas de fiscalité sur une plus-value latente. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous faites des gros travaux, dans votre copropriété, il y a un ascenseur qui va s'installer. Attention, donnez avant l'ascenseur, avant que l'appartement prenne de la valeur. Bon. Alors, rapidement, en cas de vente, c'est la même chose que pour des parts sociales. Hein. C'est pour ça que je le traite rapidement. En cas de vente, il y a 2 possibilités. Vous avez transmis, soit vous réemployez les fonds dans un autre bien, soit vous répartissez le prix
usufruitier ni propriétaire, ce qui est la solution la moins opportune. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous transmettez une somme d'argent à l'usufruitier, à celui qui donne, ce sera fiscalisé intégralement à la succession. Donc je conseille toujours à mes clients, si les enfants ou ceux qui reçoivent, les donataires, ont besoin de fonds, peut-être plutôt leur conseiller d'établir un prêt familial, par exemple. Troisième possibilité, vous versez la totalité du prix à l'usufruitier et vous établissez une convention de quasi-usufruit. Alors, le quasi-usufruit, vous connaissez sûrement la notion. Les lois de finances l'ont évoqué, l'ont remis en question. Ensuite, on a eu plusieurs interprétations. Alors, convention de quasi-usufruit, c'est également un terme barbare, mais qui est extrêmement puissant et l'administration fiscale s'en est rendu compte et donc a restreint le champ d'application. Qu'est-ce que la convention de quasi-usufruit? Alors, la convention de quasi-usufruit, c'est le fait pour un usufruitier, comme je vous avais dit, l'usufruitier peut jouir du bien, le dépenser, et également, en tout cas l'utiliser, percevoir les fruits et revenus. Concernant une somme d'argent, vous allez me dire, utiliser une somme d'argent sans pour autant atteindre sa substance, c'est impossible. La somme d'argent a vocation à dépenser. Donc la loi, la doctrine a créé ce terme de quasi-usufruit, c'est-à-dire que l'usufruitier peut tout à fait dépenser, à charge pour le propriétaire de récupérer cette somme équivalente à la succession. Par exemple, vous vendez votre appartement de Bordeaux 100 000 €, vous laissez le prix de vente aux parents donateurs, et ensuite, à leur décès, les enfants auront une créance envers la succession défiscalisée. C'est-à-dire, concrètement, qu'ils pourront récupérer ces 100 000 € sans taxation, sans fiscalité. Ça, c'était formidable. Malheureusement, ou en tout cas en l'espèce, les praticiens l'ont énormément utilisé, et donc notamment sur des sommes d'argent. Donc, il y avait des actes de donation de sommes d'argent, il y avait des donations de comptes courants d'associés avec convention de quasi-usufruit en démembrement. En tout cas, ça a été peut-être mal utilisé. Donc, l'administration fiscale est intervenue pour restreindre le champ d'application. Alors, qu'est-ce qui devient? Alors, cette convention de quasi-usufruit, avec la loi de finances pour 2024, nous dit que, en principe, le quasi-usufruit est interdit sur les sommes d'argent. Alors, il nous dit la chose suivante, les dettes de restitution, donc c'est cette créance à la succession, exigibles afférentes à une somme d'argent, dont de fin s'était réservé l'usufruit, ne sont pas déductibles de l'actif successoral. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère qu'on ne peut plus défiscaliser cette somme d'argent. Alors bien sûr, elle a noté bien sûr des exceptions que je vais vous noter. Voilà. Alors les exceptions, heureusement, nous avons une bonne nouvelle, c'est que l'exception porte sur le prix de cession d'un bien démembré sous réserve qu'il soit justifié que la dette n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Également la présence d'un usufruit légal du conjoint, usufruit légal ou donation entre époux. Également, en cas de succession, le conjoint opte pour l'usufruit. Et bien sûr, s'il est usufruitier, il y a l'usufruit de toutes les sommes d'argent au niveau des comptes bancaires. Donc là, il pourra les dépenser. Il faudra que le notaire, ça c'est important, enregistre une convention de quasi-usufruit, c'est-à-dire qu'on avertit l'administration fiscale de cette convention. Attention, il faudra bien préciser que cette somme sera défiscalisée au décès de l'usufruitier, c'est-à-dire au décès du conjoint survivant dans notre cas. Voilà. Il faut qu'elle soit informée en cas de redressement fiscal, pour éviter le redressement fiscal. Donc ça a été validé. Alors attention, ça a été validé, mais entre guillemets. Pourquoi? Puisque maintenant, le principalement fiscal nous fait très peur. Le BOFIP, c'est-à-dire l'administration fiscale, nous a donné tout un faisceau d'indices pour vérifier que nous ne soyons pas dans un but principalement fiscal. Alors, je me suis permise de les citer. Le premier indice, c'est le temps écoulé. Alors, je vous explique.
les parents donnent cet appartement de Bordeaux 100 000 €. Ils reçoivent intégralement le prix. Et il s'avère que finalement, 3 mois avant, ils avaient donné cet appartement. Donc le temps écoulé entre la donation et la vente est très faible. On n'a pas de délai fixé par l'administration fiscale. À partir du moment où c'est concomitant, l'administration fiscale nous dit que finalement cette opération est bancale et donc principalement fiscale, et donc il y a un redressement fiscal dessus. Concrètement, la convention de quasi-usufruit ne fonctionne plus et à la succession, ça sera fiscalisé. Donc la somme des 100 000 € seront fiscalisés à 20% en principe dans la succession. Donc 20 000 € de pénalité. Alors pourquoi ils ont fait ça? Clairement, c'est parce qu'ils ont également voulu peut-être purger leur plus-value, parce que vous savez que la donation, c'est un formidable outil pour supprimer toute plus-value latente. Également. Bon, deuxième faisceau d'indices, c'est la motivation patrimoniale, qu'on vérifiera. Par exemple, si les parents nous disent, en général, quand on fait une donation, à côté, on fait un audit destiné à l'administration fiscale en cas de contrôle de l'administration fiscale. Et dans mon audit, j'explique par exemple que la vente du bien immobilier avait pour vocation d'intégrer des liquidités pour les parents qui avaient besoin de liquidités, et on explique pourquoi. Troisième degré également, troisième faisceau d'indices, ça peut être également le degré de l'attitude de l'usufruitier concernant la gestion du bien. Alors, quelques inconvénients pour transmettre du vivant. Si vous détenez en direct, c'est bien sûr l'accord des nus propriétaires pour vendre et pour gérer. C'est pour ça qu'on va se tourner vers la société, et donc pour pouvoir garder le pouvoir. J'en ai un normalement. Merci Marie pour ces rappels. Alors, on va voir un bref point sur du coup les erreurs qui sont effectivement fréquentes pour ce qui est du choix d'une société. Donc ici, on s'est concentré évidemment sur ce qui est le patrimoine immobilier et comment le gérer. Donc, il y a effectivement la SCI. La plupart des personnes se tournent très souvent vers la SCI. Et il y a aussi la SARL de famille. Je dirais que les erreurs, la plus grosse erreur serait de ne pas anticiper les choses et ensuite de choisir une structure qui serait inadaptée en fait à l'exploitation qu'on va faire du patrimoine immobilier qu'on détient. En fonction effectivement de l'exploitation qu'on souhaite avoir de ce patrimoine immobilier, on va plutôt se diriger vers une SCI ou vers une SARL de famille, et je rentrerai davantage dans le détail après. Une structure mal adaptée à un projet immobilier, ça va entraîner des conséquences fiscales et juridiques importantes. Et donc, si vous voulez, par exemple, une SCI qui serait à l'impôt sur le revenu peut basculer à l'impôt sur les sociétés avec des conséquences fiscales importantes que vous n'auriez pas anticipées à la base. Donc, c'est pourquoi parfois il est plus intéressant de se tourner vers la SARL de famille. Et je dirais également que ne pas anticiper, ça revient donc soit à ne pas créer de structure juridique, ce qui peut donc entraîner le fait de se retrouver en indivision, avec toutes les conséquences de l'indivision et notamment du blocage que ça peut entraîner. Ça peut entraîner des procédures judiciaires, etc., quand les héritiers ne se mettent pas d'accord sur la gestion du bien immobilier qui est transmis. Ça, l'indivision, Marie va le voir juste après. Donc, ne pas anticiper, c'est effectivement ne pas réfléchir à structurer le patrimoine immobilier et à ne pas faire le choix de la bonne structure. Par exemple, la SCI, il y a un gros enjeu qui est celui de la responsabilité des associés, qui est une responsabilité indéfinie. Ce qu'il n'y a pas en SARL, on va le voir après. La SCI, effectivement, les associés de cette société vont répondre sur leur patrimoine personnel des dettes que la SCI pourrait contracter. Donc c'est pour ça que la SCI paraît de prime abord une bonne solution. C'est vraiment la solution que la plupart des personnes décident de choisir quand justement ils ne sont pas forcément accompagnés.
mais il y a quand même un enjeu. Donc c'est pourquoi il est important de choisir la SCI en fonction de l'exploitation du patrimoine immobilier qu'on va voir. Ne pas faire de structuration et ne pas créer de société, c'est évidemment possible, mais donc ça en revient à tomber dans le régime légal par défaut, qui est l'indivision. Et Marie va nous expliquer effectivement les tenants et aboutissants de l'indivision et les limites que cela engendre. Alors, ne rien faire, c'est une stratégie, mais c'est jamais la meilleure, en tout cas de mon expérience. En l'absence d'anticipation, il est important de connaître les conséquences. L'absence de structuration conduit souvent à une situation subie, donc un démembrement de propriété avec systématiquement la demande d'accord au nu propriétaire et également l'indivision, parce qu'à la fin du démembrement, bien sûr, on se retrouve souvent dans une indivision. Alors, sauf cas incroyable, quand vous avez des biens immobiliers de même valeur et qu'on arrive à une vraie donation-partage, auquel cas il n'y a pas d'indivision, et ça c'est formidable, mais en général, donc c'est pour ça que grâce aux parts sociales, sociétés, notamment SCI, SRL, puisque c'est notre sujet de famille, on peut tout à fait éviter cette indivision. Voilà. Je vais vous présenter l'indivision, parce que souvent mes clients me disent bon, la société, on est moins intéressé puisqu'on a lu que grâce à cette convention d'indivision, on peut tout à fait pallier aux difficultés de l'indivision. Alors, tout à fait, cette convention d'indivision peut être formidable pour éviter les difficultés. C'est très rarement bien fait et également, vous allez voir, c'est relativement instable. Alors, l'indivision, on le retrouve partout, dans les blocages, les accords gestion précaire concernant les successions, mais ça peut être également dans le cas d'une acquisition en famille ou également dans le cas d'un divorce. Alors, la convention d'indivision, elle nécessite l'unanimité. C'est-à-dire qu'en principe, une convention d'indivision qui est bien faite doit être signée par tous. À partir du moment où elle est signée, en général, c'est qu'il n'y a plus de conflit. Donc, pour moi, c'est très rarement signé par l'unanimité des clients. Alors, on a une jurisprudence, bien sûr, qui nous dit, dans les années 2000, la Cour de cassation a admis que toute forme de contractualisation n'est pas exclue en l'absence d'accord de tous les indivisaires. Concrètement, la jurisprudence accepte une convention d'indivision qui n'est pas signée par tous. Mais attention, quel est le risque? Quel est l'impact? L'impact, c'est que cette convention d'indivision n'aura d'effet qu'entre les signataires. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors, sauf, bien sûr, dans certains cas. Alors, dans certains cas, ça peut être notamment l'indemnité d'occupation. Vous avez un héritier, un enfant Tanguy, vous avez une frère ou une sœur finalement, qui n'a jamais déménagé de chez ses parents. Ça existe dans les successions. Bon, il reste dans le bien, on n'arrive pas à le faire sortir, ou bien sûr on accepte de le laisser dans le bien, ce qui est une très bonne chose également. Et puis, il s'avère qu'il y a des conflits qui commencent à émaner et une demande d'indemnité d'occupation. Cette indemnité d'occupation, elle peut être tout à fait fixée dans la convention d'indivision, et donc il versera, même s'il n'y aura pas tous les signataires, ou en tout cas peut-être tout le monde se mettra d'accord sur cette convention, sur cette indemnité, et donc ça produira des effets, par exemple. Ça peut être un vrai sujet, tout en sachant que ça évite la prescription des 5 ans. Parce que si vous ne faites pas de convention et si vous n'écrivez rien sur cette occupation, vous ne pourrez demander que les 5 dernières années. Donc si ça fait 15 ans qu'il vit dans le logement depuis la succession, vous ne pourrez demander que les 5 dernières années. Donc grâce à la convention d'indivision, en tout cas, vous avez une trace que ça fait plusieurs années qu'il loge dans cette maison en indivision. Alors, concernant la convention d'indivision, il faut un écrit obligatoire. C'est soumis aux formalités de publicité foncière si ça concerne un bien immobilier. Et l'acte notarié est indispensable en pratique si ça concerne un bien immobilier. Alors, ça permet l'organisation des relations entre indivisaires en attente de partage, par exemple, l'encadrement de la gestion des biens indivis, puisque vous pouvez nommer un gérant qui gère le bien. Si vous avez des frères et sœurs qui sont étrangers, par exemple, vous pouvez tout à fait nommer un gérant, ou quelqu'un qui a une appétence ou du temps pour gérer les biens. Vous pouvez tout à fait, dans la convention d'indivision, nommer quelqu'un.
Ça peut être une transitoire. Ça peut être tout à fait intéressant si vous me dites, on souhaite le vendre dans 10 ans, donc entre-temps, on va rester en indivision, on va créer un compte en indivision et puis on va établir une convention d'indivision. Là, c'est parfait. Ça, c'est la situation idéale. Mais la convention d'indivision, pour moi, ça ne n'évitera pas des conflits qui existent déjà. Pour moi, mais c'est une position personnelle. Voilà, donc l'organisation de la jouissance, gestion, indemnité d'occupation. On peut nommer un gérant, en principe à l'unanimité, et l'organisation de la gestion quotidienne des biens, par exemple. Alors, bien sûr, ces pouvoirs du gérant sont limités, contrairement à une société. Dans une société, on peut tout à fait donner tout pouvoir à un gérant. Contrairement à une convention d'indivision où le gérant n'a pas le droit d'établir des aliénations à titre gratuit, seul, des aliénations à titre onéreux, la constitution de droits réels, hypothèques, etc. Donc, il ne peut pas vendre concrètement sans l'accord des indivisaires. Également, acte de disposition, il ne peut pas signer de bail commercial. Et la durée de la convention, c'est ça la plus grosse contrainte, c'est que la durée de la convention a une durée limitée. Durée déterminée, c'est 5 ans. Si elle n'est pas renouvelable une fois, maximum 5 ans. Si elle n'est pas à durée déterminée, un indivisaire peut demander le partage à tout moment. Donc vous vivez dans une instabilité. Bien sûr, sauf si elle a durée limitée, mais vous ne pouvez pas aller jusqu'à 10 ans, plus de 10 ans, 5 ans renouvelables une fois. Donc la convention d'indivision est quand même relativement précaire. Également, même si on est sur une durée déterminée, de 5 ans renouvelables une fois, vous pouvez tout à fait y mettre fin en cas d'entrée d'un tiers dans l'indivision, transmission de parts aux héritiers ou révocation de gérant. Donc en plus, vous avez quand même des points importants et donc peut-être une résiliation de la convention de façon anticipée. En cas d'indivisaire mineur, il a également la faculté de dénonciation de cette convention à la majorité. Donc, si vous la concluez à ses 16 ans, vous vous dites qu'à 18 ans, peut-être qu'il peut imposer le partage. Ça, c'est quand même un point important. Alors que si vous êtes en société, vous n'avez pas cette épée de Damoclès concernant le partage. Et bien sûr, vous avez également la possibilité de partage judiciaire, toujours possible, pour juste motif. Alors l'indivision est une situation pour moi subie, rarement adaptée dans la durée, d'où l'intérêt de structurer une société et notamment une SCI. Alors, juste avant de parler du fonctionnement de la SCI, des avantages et des limites de la SCI, j'aimerais juste faire un petit topo sur le fait que, effectivement, le fait de rentrer en société, que ce soit une SCI ou une SARL de famille, permet de sortir de l'indivision. Pourquoi? Parce que les biens immobiliers qui sont donc détenus ne seront plus détenus par des personnes physiques, mais par une société. La propriété appartiendra à la société, que ce soit une SCI ou une SARL de famille, et les associés de ces sociétés seront donc associés et donc propriétaires des parts sociales de la société, ce qui permet effectivement de sortir de l'indivision. Donc, s'agissant plus précisément de la SCI, l'objet principal de la SCI, c'est un objet civil, c'est dans le terme même de la société civile immobilière, et donc l'objet, c'est vraiment la gestion d'un patrimoine immobilier. Il est assez large, la SCI, elle peut acquérir, détenir, gérer, transmettre des biens. C'est vraiment la définition même d'une SCI. Les biens, comme je l'ai dit, appartiennent juridiquement à la société. Et il faut savoir, et ça c'est important, et c'est justement ce qui va permettre de différencier entre la SARL de famille et la SCI, c'est que la SCI, elle est là pour avoir un objet civil, et donc elle est vraiment une structure très appropriée à la location nue. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine immobilier et que ce patrimoine immobilier
est effectivement utilisé et mis en location nue, la SCI a toute sa cohérence. Par contre, si la SCI commence à basculer vers une activité commerciale et donc à faire de la location meublée, par exemple, là, le passage à l'impôt sur les sociétés peut tout à fait arriver, et notamment lorsque la SCI a plus de 10% de ses recettes qui sont générées par une location meublée, par exemple. Et là, les conséquences sont assez importantes, notamment fiscalement. Je vais le voir un peu plus tard dans la conférence. Et là, la SARL de famille, du coup, est beaucoup plus intéressante que la SCI. La SCI, comme l'a dit Marie déjà, elle est intéressante notamment pour la dissociation entre la propriété et le pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous mettez des biens en société dans une SCI, les parents vont pouvoir donner à leurs enfants la nue propriété des parts, mais vont conserver du temps de leur vivant, évidemment, l'usufruit et la gérance. Donc ça va leur permettre de garder le contrôle total de la société, du temps de leur vivant, mais aussi les revenus de l'exploitation du patrimoine immobilier au sein de cette SCI. Alors, à la différence de la convention effectivement d'indivision dont Marie vient de parler, le rôle du gérant dans la SCI va être plus large. Le gérant, qui est donc nommé au titre des statuts, va, lui, avoir des pouvoirs extrêmement étendus. En fait, il a tous les pouvoirs. Il a les pouvoirs de signer un bail d'habitation. Si c'est des locaux commerciaux qui sont détenus par la SCI, ça peut être des baux commerciaux. Il peut également aliéner les biens immobiliers. Évidemment, des clauses peuvent être intégrées au sein des statuts de la SCI pour tout de même limiter les pouvoirs du gérant, et notamment on peut réserver la vente d'un bien à l'accord des associés. Une autre chose qui est essentielle, je dirais, dans le fonctionnement d'une société, c'est également le fait que les règles de majorité sont différentes d'une indivision hors société. Effectivement, une indivision, comme l'a dit Marie, nul n'est tenu de rester en indivision, mais la réalité, c'est que souvent, on est bloqué dans l'indivision, et que si l'un d'entre eux veut sortir, ça crée souvent donc des conflits, et puis toutes les conséquences qu'on connaît de ce type de situation. Ici, les règles de majorité en société permettent justement de ne pas avoir besoin de l'unanimité pour vendre, mais par exemple une majorité simple, une majorité qualifiée, celle qu'on déciderait au terme des statuts. La SCI, elle est très souple pour ce qui est de la rédaction des statuts, elle l'est plus que la SARL de famille, on le verra après. Évidemment, le gérant, pour rester pour l'instant sur le rôle du gérant, ça peut être une personne physique ou morale, ça peut être un associé ou non de la société. Donc, il y a une vraie liberté de choix du gérant. De la même manière que Marie l'a dit tout à l'heure, si les personnes qui sont associées de la société sont à l'étranger, par exemple, il peut y avoir un intérêt à nommer un gérant, personne physique en France, bien plus à même de gérer le patrimoine immobilier de la SCI. Donc ça, il y a une liberté totale sur le choix du gérant, mais d'où la possibilité de limiter dans les statuts le pouvoir du gérant également. Le gérant, il a une responsabilité civile au regard de la société, c'est-à-dire qu'évidemment, il peut commettre des fautes de gestion. Et s'il commet des fautes de gestion, comme dans toute société, il peut répondre sur son patrimoine personnel des dettes que la société pourrait avoir du fait de ces fautes de gestion. Alors, le régime social du gérant dépend de sa rémunération dans la SCI. C'est-à-dire que si le gérant exerce à titre gratuit, il n'y a pas d'affiliation obligatoire et il n'y a pas de cotisation sociale. Si par contre il est rémunéré, dans ce cas-là, on va considérer que c'est un travailleur non salarié s'il est associé de la société. Et s'il n'est pas associé de la société, et que donc c'est un gérant qui est nommé par les associés de la société, dans ce cas-là, il fera partie du régime général. S'agissant des revenus des associés qui découlent de la SCI, les revenus sont des revenus fonciers, sauf si la SCI passe dans une activité commerciale qu'elle n'aurait pas anticipée.
et dans ce cas-là, tombe à l'impôt sur les sociétés. Et lorsqu'elle tombe à l'impôt sur les sociétés, dans ce cas-là, on est face à un revenu qui est considéré comme des dividendes et qui donc va être taxé à la flat tax. Alors, s'agissant des obligations administratives et de la gouvernance d'une SCI, une SCI à l'IR, elle, donc à l'impôt sur le revenu, ce qui est en général la finalité, enfin ce qu'on espère avoir quand on a une SCI qui a un patrimoine immobilier, c'est d'avoir une SCI qui est à l'impôt sur le revenu et de ne pas tomber dans l'impôt sur les sociétés pour pas qu'il y ait une double taxation des revenus de la société. Donc, quand la société civile immobilière est à l'impôt sur le revenu, on est sur une comptabilité de trésorerie, ce qui est assez simple. Le formalisme est minimal, alors que quand on tombe effectivement à l'impôt sur les sociétés et qu'on détient une SCI, la comptabilité, ça va être une comptabilité d'engagement, ce qui veut dire que si vous avez un loyer qui est attendu en décembre, mais non payé, il doit quand même être intégré à la comptabilité de la société. Vous avez une obligation de faire des bilans, des comptes de résultats, etc., etc. Donc, la SCI, la gestion d'une SCI qui serait à l'impôt sur les sociétés est équivalente à la gestion d'une société commerciale. Donc, il faut faire attention à bien choisir la structure en fonction de son activité. On va passer aux avantages de la SCI et notamment au regard de la transmission. Alors, la SCI, c'est actuellement la star du patrimoine. Alors, parfois à tort, parfois pour de bonnes raisons. Donc, je vais vous présenter les bonnes raisons d'une SCI. Donc, les atouts de la société, l'intérêt de transmettre des parts sociales et non pas un bien immobilier d'une SCI. C'est la même chose pour une SRL. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'une décote sur la valeur des parts sociales. Pourquoi? Puisque une absence de marché, de liquidité des parts sociales, ce sont des parts non négociables. Donc, il y a une existence également fréquente de clauses agrément. Donc, on peut considérer qu'il y a une décote environ de 10%, au minimum de 10%. Également, vous avez une décote puisque le passif est également déductible, contrairement à une donation d'un bien immobilier détenu en direct. Vous détenez un bien immobilier, même s'il y a un prêt, quand vous transmettez à vos proches, eh bien, c'est la valeur seulement du bien immobilier qu'on retient, et non pas le prêt. C'est jamais déduit. Par contre, donc on vous demande 2 évaluations d'agence immobilière notamment, ou un expert en immobilier, pour obtenir la valeur, mais on ne vous demandera pas le décompte de remboursement et la valeur du prêt. Par contre, on vous demandera l'accord du banquier pour transmettre à vos proches une propriété. Concernant la société, c'est tout autre chose. Un passif, un prêt, un compte courant d'associé est déduit dans le cadre du calcul de la valeur des parts sociales que vous allez transmettre à vos proches. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai toujours mes clients. Vous achetez un bien immobilier, vous avez souscrit un prêt, la valeur des parts sociales ne valent rien, c'est le bon moment pour transmettre. Voilà le conseil que je donnerai aux clients. Donc, vous avez une vraie décote. Également, l'intérêt de transmettre des parts sociales, c'est que vous pouvez transmettre au fur et à mesure. Les parts sont numérotées, vous pouvez tout à fait transmettre à vos enfants, donc via une donation-partage, puisque chaque part est individualisée, et vous pouvez transmettre progressivement les parts sociales, et puis, dès que l'abattement est régénéré, vous réactualisez la donation. Surtout, attention, comme je vous l'ai dit, certains abattements ne valent que du vivant. C'est pour ça qu'il faut absolument transmettre du vivant, notamment pour les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cet abattement est perdu si vous ne faites pas du vivant. Également, l'intérêt, c'est de garder la main sur la gestion. Comme l'a dit Raphaël Yarno-Catrou, garder la main, ça, c'est important. Je pense que c'est important. Peut-être que vous vous dites, bon, si ce sont des biens locatifs qui sera à vocation à être patrimonial, c'est-à-dire que vous conserverez ultérieurement jusqu'à votre décès, puisque c'est un complément retraite, aucune difficulté, vous n'avez pas besoin de créer de société. Ou en tout cas, pas pour ça. Par contre, si ça concerne une résidence principale, résidence secondaire ou tout autre bien, si vous souhaitez garder la main, c'est grâce à une société.
Pourquoi? Parce que vous allez vous nommer gérant, vous allez nommer un co-gérant, votre conjoint, votre partenaire ou toute autre personne. Et également, vous pourrez également nommer un autre co-gérant en cas de votre décès, une personne de confiance ou un des enfants qui a une appétence pour gérer et qui est impliqué dans la gestion des biens immobiliers. Ça peut être intéressant. Ça vous permet également de structurer votre patrimoine et d'anticiper le lendemain. Alors, attention, dans les statuts, il faudra bien prévoir que le gérant sera nommé à l'unanimité et la révocation à l'unanimité. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être remercié juste après la donation. Ça permet également de transmettre progressivement les rênes aux enfants pour qu'ils puissent gérer. En tout cas, à certains enfants, puisque la loi ne dit pas. La loi, bien sûr, prescrit une réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter les enfants. On peut tout à fait transmettre des biens à des parts sociales à des enfants et les considérer comme des associés passifs et nommer certains comme associés actifs, c'est-à-dire gérants en cas de votre décès. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça sera plus simple à la succession. Pourquoi? Parce que celui qui va gérer, eh bien, il sera nommé gérant, et puis les autres, ils recevront le revenu, ils n'auront aucun mot à dire. Ou, bien sûr, ils devront quand même, en tout cas, ils pourront participer aux assemblées générales. Alors également, l'intérêt, c'est de conserver les revenus irréguliers. Vous conservez les revenus de vos biens immobiliers, vous conservez le pouvoir et vous conservez les revenus. Donc bien sûr, dans les statuts, il faudra prévoir que les dividendes seront reçus par le donateur, toujours, avec peut-être réversion d'usufruit, pour que vous puissiez conserver la main. Et produit exceptionnel, si vous vendez le bien immobilier dans le cadre de la société, il faudra prévoir que le produit exceptionnel sera remis à l'usufruitier, c'est-à-dire aux parents qui ont donné. Attention, en ayant bien sûr ce mécanisme, cet automatisme d'enregistrer une convention de quasi-usufruit auprès de l'administration fiscale, puisque concernant un produit exceptionnel, pour moi, c'est ce qu'on met en général dans les statuts, c'est le nu propriétaire qui a vocation au produit exceptionnel, mais avec une réserve d'usufruit. Comme ça permet aux parents, sauf bien sûr si les clients ne le souhaitent pas, et ça permet aux parents de conserver la main et de conserver ce produit exceptionnel qui est le prix de vente, tout en se disant qu'à leur décès, eh bien, les enfants pourront récupérer ce qui reste, défiscaliser à la succession. C'est le mieux. On ne connaît pas le lendemain, on ne connaît pas le besoin de trésorerie dans 10 ans, 20 ans, donc moi je préconise toujours à mes clients de conserver la main, tant sur les pouvoirs que sur les droits financiers, ce qui est très important. Tout en sachant que vous avez aussi la possibilité de prêts familiaux qui peuvent être après convertis en donations ultérieurement. Donc, on a tout à fait cet intérêt de dissocier le pouvoir de la gestion. Ça, c'est très intéressant. Donc, certains reçoivent des parts, donc recevront des dividendes au décès des donateurs, et d'autres, eh bien, reçoivent des parts, mais également assurent la gestion. Alors, c'est également intéressant en famille recomposée. Pourquoi? Parce que les familles recomposées, ça permet de sécuriser la situation du conjoint ou du partenaire ou du concubin et de protéger les enfants. En famille recomposée, vous avez dû le voir en pratique dans votre quotidien peut-être. Chacun a des enfants d'une première union. Vous savez que mathématiquement, si on transmet de la pleine propriété à son conjoint ou à son partenaire ou à son proche, on sait qu'à partir du moment où on transmet la pleine propriété, une partie, on va défavoriser les enfants du défunt. Je m'explique. Deux partenaires achètent une maison à Paris, en banlieue parisienne, 400 000 euros, ils achètent 50-50, ils ont chacun des enfants d'une première union, pas d'enfants communs. Ils achètent, ils sont très heureux, et finalement, ils n'ont pas réfléchi, ils transmettent de la pleine propriété, donc par exemple un quart de la pleine propriété aux survivants. À partir du moment où vous transmettez de la pleine propriété aux survivants, le problème, c'est que les enfants du survivant, eux, seront gâtés. Pourquoi? Parce qu'ils recevront 100% du patrimoine de leurs parents, mais également un quart du patrimoine de leurs beaux-parents. Et les enfants du défunt, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Les enfants du défunt, ils vont recevoir 3 quarts seulement du patrimoine de leurs parents.
Alors, en fonction de la chronologie du décès, il va y avoir des enfants qui vont être avantagés par rapport à d'autres. Bon, donc pour éviter ça, pour créer une stabilité du partenaire, du conjoint, d'un proche, pour également éviter toute inégalité entre les enfants d'une première union, on conseille toujours une SCI ou une SRL de famille en fonction du type de bien, et également un démembrement croisé de titres sociaux. Alors je m'explique. On va prendre l'exemple. Hop. Non, c'est plus tard. Je reviendrai sur la SRL de famille sur le même sujet, mais beaucoup plus rapidement. L'exemple de Marc et Julie qui se sont rencontrés, qui ne sont ni mariés ni pacsés et qui veulent sauter le pas pour acheter ensemble. Donc, juste avant la signature chez le notaire, finalement, ils ont changé d'avis et ils sont allés en mairie pour se marier juste avant l'acte d'achat. Et donc, ils sont mariés, ils ont chacun 2 enfants d'une précédente union, ou un enfant d'une précédente union, ça revient au même. Et donc, ils souhaitent se protéger, une stabilité également pour le conjoint survivant. Ils souhaitent rester dans le bien sans que les enfants le mettent dehors. Et également, ils souhaitent protéger chacun des enfants pour qu'ils puissent recevoir par parts égales le patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une SCI, une société. Ils vont détenir, Marc détiendra 50% des parts et Julie 50% des parts. On les fait acheter la maison, ça c'est quand même important. Et ensuite, après l'achat, ils reviennent chez le notaire pour transmettre en donation les parts sociales. Alors, soit une donation, soit un échange. Là, dans notre cas, ce sera plus intéressant l'échange. Donc, ça sera un acte d'échange. C'est-à-dire que Marc, actuellement, avant l'échange, à l'achat de la maison, à la création de la société, Marc détient 50% des parts, donc on va les numéroter de 1 à 10 par exemple, et Julie détiendra les parts de 11 à 20. Ils reviendront chez le notaire pour l'acte d'échange. Alors, quel est l'impact? C'est-à-dire qu'ils vont échanger juridiquement et fiscalement l'usufruit. C'est-à-dire que Marc échangera ses parts, l'usufruit de ses parts à Julie, donnera l'usufruit des parts à Julie, et inversement, Julie lui donnera l'usufruit des parts. Quel est l'impact? Alors, je vais vous montrer rapidement. Je dois avoir le schéma. Et après, je reviendrai au début. C'est quand même important d'avoir le schéma. Ah non, alors je ne vais pas trouver. C'est pas grave, je vous l'enverrai. Alors, le schéma est facile. C'est qu'au décès, qu'est-ce qui se passe? Au décès de Marc, par exemple, au décès de Marc, eh bien, l'usufruit va s'éteindre. Julie va être propriétaire de la moitié des parts sociales. Et ensuite, elle sera également détentrice de l'usufruit des parts sociales de Marc. La nue-propriété reviendra aux enfants. Pourquoi? Puisque les héritiers de Marc sont les enfants. Donc, les enfants recevront la nue-propriété des parts sociales. Donc, finalement, Julie, elle sera pleinement propriétaire de la moitié au décès de Marc et également sera l'usufruitière de la moitié des parts sociales. Grâce à la constitution de la SCI et donc à l'aménagement des clauses, Julie sera gérante, pourra tout pourvoir de vendre, louer. Si c'est un local commercial, elle pourra louer tout à fait elle pourra signer un bail commercial. Et comme on est dans une SCI, on préconisera plutôt une location non meublée. Si c'est sa résidence principale, elle sera sûre de rester dans les lieux jusqu'à son décès. Et si elle a besoin d'intégrer un établissement spécialisé, par exemple, elle pourra tout à fait le vendre sans l'accord des enfants. Et également, elle pourra percevoir 100% du prix de vente, puisque dans les clauses de statut, on notera que le produit exceptionnel revient à l'usufruitier sous réserve de cette convention de quasi-usufruit. Alors, rapidement, bon, la SCI, ça permet aussi l'OBO, mais c'est pour dégager de la trésorerie, ça sera le sujet d'une autre conférence, je l'espère. Et également, vous allez me dire, SCI, mise à disposition à titre gratuit par la société.
Vous savez, on dit toujours une SCI, ça peut être intéressant si elle porte sur une résidence principale. Si elle porte sur une résidence principale, vous vous dites: «Oui, mais moi je vais y habiter, donc il me faudra une mise à disposition à titre gratuit» et quid en cas de vente? Puisque moi si je vends, vous allez me dire que vous allez, souhaiter bénéficier d'exonération résidence principale. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors pour la mise à disposition à titre gratuit, SARL ou SCI, SARL à l'IR ou SCI, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de taxation, contrairement à une société à l'IS. Ça, c'est important. À l'IS, vous êtes taxé même si vous y logez gratuitement. Attention, une SCI, comme l'a dit Raphaël Yarno-Catron, ça c'est très important, une SCI doit avoir une tenue de comptabilité. Alors pourquoi? Vous allez me dire, c'est pas loué, je n'ai pas de difficulté particulière. Alors, il s'avère qu'il y a eu des jurisprudences et des précédents fiscaux qui nous dit que c'est le cas classique, achat résidence principale, vous faites un prêt via la SCI, vous avez transmis la nue-propriété des parts sociales aux enfants, par exemple, et finalement, pour rembourser ce prêt, il faut bien verser une somme d'argent tous les mois. Vos enfants ont généralement pas la trésorerie, ou en tout cas, ils ne veulent pas décaisser de trésorerie pour la nue-propriété, parce qu'ils n'ont pas de dividendes à l'issue. Et donc, les parents, les donateurs, vont tous les mois verser une somme d'argent à la SCI pour qu'elle puisse rembourser le prêt. Pas de sujet, c'est un remboursement de prêt. Si vous n'avez pas de tenue de comptabilité claire qui indique que ce versement tous les mois permet le remboursement au prêt, l'administration fiscale va se dire et va considérer automatiquement que ce versement tous les mois n'est pas le remboursement du prêt, mais constitue une mise à disposition à titre onéreux. Et ça a été le cas pour plusieurs cas en pratique. Donc c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, attention, la mise à titre gratuit, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de taxation. Vous pouvez tout à fait vendre votre résidence principale détenue par une SCI, vous bénéficierez d'une exonération, aucun souci. Attention, si vous versez des sommes d'argent à la SCI, tenez compte et précisez dans votre comptabilité qu'il s'agit non d'un apport en compte courant d'associé pour rembourser le prêt. Ça, c'est important. Et ça peut être dramatique. Si vous ne le faites pas, vous êtes taxé à l'impôt sur la plus-value, vous serez redressé dans ce cas et vous aurez les pénalités en plus de l'impôt. Donc ça, c'est un vrai sujet que je voulais particulièrement voir avec vous. Et ensuite, le dernier sujet, et je m'arrêterai là, c'est bien sûr le sujet d'une personne qui est en difficulté. Pour éviter la mise sous tutelle, ça c'est vrai que c'est un sujet important, on préconise une société, SCI ou une SARL de famille. Vous avez un enfant qui détient un handicap, ou un enfant qui est dysfondieux, qui est en difficulté. Vous le gérez comme vous pouvez de votre vivant, mais en cas de votre décès, vous ne souhaitez pas que vos frères et sœurs puissent le gérer. En tout cas, vous avez du patrimoine, vous souhaitez lui transmettre, et sans pour autant qu'à votre décès, ils le vendent et qu'ils dépensent l'intégralité des sommes. Ça, c'est une question récurrente. La société, c'est le montage idéal pour ce sujet, pour éviter la tutelle, ou en tout cas pour compléter peut-être une tutelle ou une curatelle. Vous intégrez cet enfant dans la société, vous vous nommez gérant pour gérer, sans systématiquement lui demander son accord, parce que c'est vous qui prenez les décisions, et également vous nommez un co-gérant qui sera un frère ou une sœur. À votre décès, il va recevoir des dividendes puisqu'il sera pleinement propriétaire de parts sociales. Par contre, il n'aura aucun pouvoir. Donc c'est bien la dissociation entre propriété et pouvoir. Ça, c'est très important. Il aura la propriété des dividendes, mais par contre, c'est son frère ou sa sœur ou un tiers. Vous pouvez tout à fait nommer un gérant qui n'est pas un membre de la famille, qui n'est pas associé. Vous pouvez tout à fait nommer un tiers de confiance qui, à votre décès, pourra gérer le patrimoine et lui éviter de vendre le bien et de dépenser l'argent. Donc ça, c'est très intéressant. Et le tiers de confiance lui versera les dividendes selon ses besoins et donc il pourra le protéger du mieux possible. Voilà.
Je vais laisser la parole à Raphaël. Merci Marie. On verra après les questions. Alors, j'essaie de retrouver le Oui, moment excuse-moi. dans le plan. Alors, on en était à la gestion, il me semble, de la SCI, qui est effectivement un avantage. Et l'avantage, je vais être assez succincte parce qu'on en a déjà assez parlé, je pense, avec Marie, mais c'est effectivement le fait de pouvoir tout organiser dans les statuts, de pouvoir choisir le gérant, de pouvoir en fait définir en quelque sorte les règles du jeu et d'adapter effectivement les statuts aux besoins de la famille et du projet patrimonial qui est celui en général d'une location nue quand on est en SCI. Les associés vont pouvoir donc organiser librement les choses. Ce qui est très important, c'est les règles de majorité. Le fait de passer effectivement en société permet de changer les règles de majorité et de décider d'une majorité qui peut être une majorité simple, une majorité qualifiée. Et donc, effectivement, ça évite les situations de blocage qu'on peut avoir en indivision parce que ça remplace effectivement donc l'unanimité et ça empêche, par exemple, la vente forcée d'un bien qu'on peut avoir en indivision. On peut tout à fait, en SCI, si donc, la majorité est une majorité simple, on peut décider de la vente d'un bien, même si tout le monde n'est pas d'accord, alors que si on est à l'unanimité, ce qui est le cas en indivision, la vente forcée est toujours plus compliquée. Ça permet aussi d'intégrer un certain nombre de clauses. Ça, c'est vrai aussi bien pour la SCI que pour la SARL de famille. C'est le fait d'avoir des clauses type, des clauses d'agrément. Quand on est dans une SCI familiale ou dans une SARL de famille, en général, elle est composée de membres d'une seule et même famille. Donc, on ne veut pas se voir imposer un tiers qui ne serait pas une personne membre de la famille et qui intégrerait le capital de la société. Le fait d'intégrer des clauses d'agrément dans les statuts de la société permet donc d'obliger tout associé qui souhaiterait céder ses parts sociales à demander l'agrément des autres associés. Donc ça, c'est une vraie protection pour les associés d'une SCI ou d'une SARL de famille d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans la SARL de famille, on verra que c'est d'autant plus important de rester en famille. Donc ces clauses, elles sont très importantes. Il peut aussi y avoir des clauses qu'on appelle la clause de préemption. Donc c'est le fait de pouvoir préempter les parts d'un associé sortant. Et puis il y a plein d'autres clauses que je vais vous épargner aujourd'hui, mais qui permet effectivement donc de protéger les associés qui sont au capital d'une SCI. Donc, comme on l'a vu, ce qui est aussi très intéressant dans la société, c'est de maintenir le contrôle au niveau des usufruitiers qui, du temps de leur vivant, vont garder effectivement donc, le contrôle de la gestion de la société. Et donc, quand on a un patrimoine immobilier important, c'est quelque chose en général qui permet justement la pérennité de ce patrimoine. Et c'est toujours renforcé avec le démembrement des parts sociales. Alors, la SCI, il y a quand même quelques limites. Je vais les voir avant de passer à la SARL de famille. Les limites, c'est le formalisme juridique et comptable. Alors, tant que vous êtes effectivement en SCI à l'IR, qui est vraiment la structuration qu'on souhaite et la fiscalité qu'on souhaite quand on est en SCI, même s'il faut tenir une comptabilité, elle est quand même assouplie par rapport à la comptabilité d'une SCI à l'IS. Je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Lorsque vous passez dans une SCI à l'IS, là tout de suite c'est plus compliqué, il faut absolument vous faire accompagner dans la tenue de votre comptabilité. C'est inévitable. En deuxième lieu, c'est le risque d'une mauvaise rédaction des statuts. Lorsque vous créez une SCI, ça peut paraître simple, mais justement, comme on l'a dit, l'intérêt de passer en société, c'est justement de structurer les choses, de bien comprendre les besoins de la famille dans la gestion de son patrimoine et justement, au sein des statuts, de pouvoir intégrer un certain nombre de règles, aussi bien par rapport aux revenus qui sont générés par la société, au démembrement lorsqu'il y a un démembrement, qui va payer les impôts, qui va effectivement avoir les revenus, etc., etc. Et si vous ne le faites pas,
De la même manière qu'une indivision, ça peut entraîner des conflits d'associés, des blocages de gestion et des conséquences fiscales qui peuvent être imprévues. Typiquement, le fait de faire une activité qui relèverait plutôt d'une activité commerciale dans une SCI et donc de passer à l'IS avec toutes les conséquences que ça a. Ce qui me fait venir donc au point 3, qui est donc une des limites de la SCI, c'est que la SCI, elle est vraiment là pour avoir une activité civile, donc la location nue. Si vous avez une activité qui pourrait s'apparenter à une activité commerciale, du type de la location effectivement meublée, mais aussi de la location de locaux professionnels, la para-hôtellerie, toutes ces activités-là ne peuvent pas être faites en SCI parce que ça va directement vous faire tomber vers l'impôt des sociétés. Et donc là, vraiment, il faut aller vers la SARL de famille qui sera beaucoup plus intéressante. Donc pour ces activités commerciales, la SCI sera effectivement une structure qui est totalement inadaptée. Comme je l'ai dit au début, il y a une autre limite qui est quand même une limite majeure, c'est celle de la responsabilité indéfinie des associés sur leur patrimoine personnel, ce qui ne va pas être le cas en SARL de famille, on va le voir. Il faut quand même savoir que cette responsabilité, elle est subsidiaire et proportionnelle, c'est-à-dire que s'il y a des dettes qui ont donc été contractées par la SCI qui n'arrivent pas à y faire face, les créanciers vont quand même devoir aller d'abord rechercher la responsabilité de la société, et c'est si la société ne peut pas y faire face que donc ils pourront se retourner contre les associés de la SCI, mais proportionnellement à ce qu'ils détiennent. C'est-à-dire que si vous détenez 30% d'une SCI, on pourra venir vous chercher pour 30% de la dette qui est due par la SCI et pas davantage. J'ai fini avec les limites. Je crois que tu as un cas pratique, un cas typique. Ah, tu l'as déjà vu? Oui, c'est okay. Parfait. Parfait. Alors... Donc, pour conclure sur la SCI, elle est vraiment intéressante pour une détention d'un patrimoine à long terme et dont, effectivement, l'activité serait de la location nue. Dans ce contexte, la SCI, c'est un véritable outil stratégique patrimonial. L'objectif, il est double. C'est organiser la détention du patrimoine et préparer la transmission, comme Marie-Berthé l'a bien expliqué tout à l'heure. Elle permet de démontrer, de structurer la détention à plusieurs niveaux, d'éviter l'indivision, de mettre en place des règles claires de fonctionnement qui permettent effectivement tous les conflits qui peuvent exister dans l'indivision, mais aussi au sein d'une société si on ne structure pas bien les statuts. La SCI, elle est donc particulièrement adaptée à la logique de la détention patrimoniale sur le long terme, dès lors que l'activité reste une activité civile. Mais la SCI n'est pas toujours adaptée. Et donc, ça me permet d'en venir à la SARL de famille, qui est une alternative stratégique et relativement peu utilisée. C'est vrai que d'habitude, quand on a des biens immobiliers, on se penche davantage vers la SCI. Je pense que c'est parce qu'on ne connaît pas forcément la SARL de famille et les avantages de la SARL de famille. Donc la SARL de famille, il faut comprendre que c'est une variante de la SARL, qui est donc une société commerciale. La différence, c'est que les associés ne peuvent être que des personnes qui font partie de la même famille jusqu'au 4e degré inclus. S'il y a une personne extérieure qui rentre dans le capital, ça fait perdre la qualification de SARL de famille et on tombe automatiquement sous le statut de la SARL. Et donc on perd les avantages de la SARL de famille, que je vais vous exposer tout de suite. La SARL de famille, elle est particulièrement adaptée pour les locations meublées, les activités de para-hôtellerie, si on a des locaux professionnels qu'on loue, etc. Il faut savoir qu'ici, le gros avantage d'être en société commerciale, c'est le fait qu'effectivement, il y a une responsabilité limitée des associés, et donc limitée à hauteur de leurs apports. Donc, dans une société commerciale, les apports des associés, quels sont-ils? De façon générale, c'est l'apport qu'ils font au capital au moment de la création de la société. Il n'y a pas de minimum de montant d'un capital social pour une SARL, enfin, c'est 1 €. La plupart du temps, quand même, on met environ 1 000 €, mais ça veut dire que si vous avez 50% d'une SARL de famille,
Vous avez donc déposé 500 €, ça veut dire que vous êtes responsable à hauteur de 500 €. Donc, quand bien même la société ferait faillite, vous ne perdez pas énormément et on ne peut pas venir vous chercher sur votre patrimoine personnel. Les impératifs pour être en SARL de famille, c'est d'être minimum 2 associés. Et je dirais les contraintes, mais avant d'atteindre ce stade dans une SARL de famille, il faut déjà une grande famille. C'est un maximum d'associés de 100 personnes. L'avantage très important dans la SARL de famille, c'est sa fiscalité, parce que vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu et sans limitation de durée. Alors qu'on l'a vu en SCI, vous pouvez donc être à l'impôt sur le revenu, mais si vous avez une activité commerciale qui dépasse plus de 10% de vos recettes, vous allez passer à l'impôt sur les sociétés. J'expliquerai après la double imposition qu'entraîne le passage à l'impôt sur les sociétés. Les cas d'utilisation les plus pertinents de la SARL de famille, comme je l'ai dit, ça va être vraiment lorsqu'on fait de la location meublée professionnelle ou de la location meublée non professionnelle, tout ce qui est para-hôtellerie, etc. C'est vraiment l'activité naturelle de la SARL de famille parce que c'est une société commerciale, donc elle accepte les activités commerciales. On va relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Et, attendez. Oui, c'est ça, pardon. Je me suis perdue. Alors, on relève donc des bénéfices industriels et commerciaux. Elle permet donc de bénéficier en tant qu'associé soit de la qualification de loueur meublé professionnel ou non professionnel. On verra après ce qui permet de tomber d'un côté ou de l'autre. Et en général, l'intérêt, c'est d'avoir un patrimoine locatif donc important avec 2 atouts décisifs qui vont être la responsabilité limitée des associés, donc, que j'ai expliqué à l'instant, et également le fait qu'on va pouvoir structurer la société comme une véritable entreprise de famille, ce qu'on peut aussi faire effectivement en SCI, mais ici, la réalité, c'est que la SARL de famille, elle est vraiment conçue pour une exploitation économique active du patrimoine, avec une gouvernance claire, des règles de fonctionnement précises et une structure adaptée à plusieurs associés, avec, on peut avoir effectivement gérant, co-gérant, des associés passifs, si certaines personnes ne sont pas forcément intéressées par la gestion du patrimoine immobilier qui est détenu par la société, et d'autres qui auraient une plus grande appétence, qui pourraient effectivement faire partie de la gérance de la SARL de famille. Il y a une vraie recherche dans la SARL de famille d'optimisation fiscale, si je puis dire, parce qu'en fait, la SARL de famille, elle permet vraiment de maximiser ce qu'on peut appeler le cash flow immédiat. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce au régime des bénéfices industriels et commerciaux au réel, ça va permettre aux associés de percevoir les loyers de la société, enfin, des loyers donc, qui sont reçus par la société du fait de la mise en location des biens, tout en affichant un résultat fiscal quasiment neutre ou faible, et ce pendant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment important. Les avantages fiscaux, c'est clairement l'avantage fiscal principal, c'est clairement celui-ci, parce que le fait d'être imposé à l'IR permet donc une transparence fiscale entre les revenus de la société et les revenus des associés de la société. Si la société elle est à l'IS, que ce soit une SARL de famille ou une SCI, la problématique, c'est que les bénéfices ils vont être taxés d'abord au niveau de la société, donc à l'impôt sur les sociétés, c'est 15% jusqu'à 42 500 et après 25 au-delà. Et ensuite, ce qu'il va rester, après avoir imputé l'impôt sur les sociétés, si on décide de le verser aux associés, on va leur verser sous forme de dividendes, et là, il y a la flat tax qui arrive, et les revenus sont à nouveau taxés à hauteur de 30% environ. Donc, on peut considérer qu'il y a une sorte de double taxation. Donc, le fait d'être à l'impôt sur le revenu, c'est justement le fait qu'il y ait une transparence. C'est-à-dire que si vous avez 30% d'une SARL de famille, vous allez obtenir directement entre vos mains 30% des revenus de cette SARL de famille.
Et ces 30% vont être taxés au barème progressif classique de l'impôt sur le revenu qu'on connaît tous. Alors, l'option d'être effectivement à l'impôt sur le revenu en SARL de famille, elle est conditionnée au maintien du caractère familial de la SARL. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez beau être 15 frères, sœurs, oncles, tantes, père, mère dans une SARL de famille, si d'un coup vous faites rentrer votre voisin, vous perdez la qualification de SARL de famille et donc vous ne pouvez plus bénéficier de l'impôt sur le revenu. Vous allez forcément passer à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est un point qui est très important. L'autre avantage de la SARL de famille, qui est aujourd'hui un avantage, je dirais, du temps de la possession des biens immobiliers au sein de la SARL de famille et qui ne l'est plus forcément au moment de la vente, je vais m'expliquer après, c'est effectivement la question de l'amortissement. Vous allez pouvoir amortir en fait les biens donc, immobiliers, enfin la valeur immobilière, le mobilier, les charges réelles dans la SARL de famille. C'est ce qui vous permet d'obtenir un résultat fiscal qui est quasiment nul et totalement neutralisé pendant de nombreuses années. Donc, je m'explique, si vous avez effectivement un bien, que vous avez des charges réelles, donc un bien qui vaut, on va dire qui a des revenus de 18 000 €, qui a des charges fixes de 8 000 €, vous tombez à 10 000, la valeur du terrain vaut 5 000, vous tombez à, il vous reste 5 000, et en mobilier, on va dire, vous avez aménagé une cuisine à 3 000 €, vous l'amortissez, etc. En faisant tout ça, vous allez vous retrouver avec peut-être 2 000 € imposables, ce qui est très faible. Et ce que vous n'allez pas pouvoir faire si vous êtes dans une SCI à l'IR. Donc ça, c'est le gros avantage de la SARL de famille, c'est l'amortissement que vous allez pouvoir faire sur toutes les années de la possession des biens immobiliers qui sont donc détenus dans la société. Alors, il y a la question de la fiscalité à la revente d'un bien qui serait détenu en SARL de famille. Ce qui était très, très avantageux jusqu'en 2025, c'est que les amortissements n'étaient pas réintégrés au moment de la vente dans la plus-value. Depuis effectivement la loi de finances 2025, maintenant, tous les biens qui sont cédés à compter du 1er janvier 2025 voient les amortissements faits pendant les années précédentes réintégrés au moment de la plus-value. Alors, pour que ce soit plus clair, imaginez que vous ayez un bien que vous ayez acheté 300 000 €, vous avez amorti sur 10 ans 60 000 €, vous revendez 500 000 €, donc normalement vous auriez dû avoir une plus-value de 200 000. Malheureusement, maintenant, la loi a changé depuis un an, un peu plus d'un an, et donc on réintègre les amortissements, ce qui veut dire que vous allez être taxé sur 260 000 € et non pas 200 000. Maintenant, dès lors que vous êtes avec des biens qui sont détenus dans une société et que la vocation n'est pas de vendre les biens, le fait de pouvoir amortir, de faire jouer ces amortissements vous permet d'avoir une fiscalité qui est très avantageuse puisque vous avez des revenus pendant X années sans avoir d'impôt sur le revenu à payer de l'autre côté, ce qui est quand même très intéressant. S'agissant de l'imposition, le traitement fiscal, on va dire, des revenus au moment de la revente, ça va dépendre de si vous êtes un associé considéré comme étant en LMNP ou en LMP. Alors, il y a un critère qui est qu'il ne faut pas que les revenus soient supérieurs à 23 000 €, si je ne me trompe pas, ou dépassent vos revenus professionnels principaux. Si vous avez une activité professionnelle principale et que vous gagnez moins de 23 000 € et qu'avec effectivement les revenus locatifs, vous gagnez plus de 23 000 € ou plus que ce que vous gagnez avec votre activité principale, là vous allez tomber en loueur meublé professionnel. Et donc, la plus-value, elle ne va pas être traitée de la même manière.
Il faut savoir que quand vous êtes en LMNP, il y a les abattements progressifs dont Marie a parlé en cas de revente donc d'un bien, qui sont effectivement exonération de l'IR après 22 ans et prélèvements sociaux après 30 ans. Ces abattements, vous n'y avez pas droit quand vous êtes effectivement considéré comme étant en LMP. Par contre, il y a d'autres abattements qui sont prévus pour les plus-values professionnelles, considérées comme étant des plus-values professionnelles, et qui sont prévus à l'article 151 septies du Code général des impôts. Je ne vais pas vous les détailler, mais pareil, en fonction de la durée de détention, vous allez également avoir un abattement, mais aussi en fonction du chiffre d'affaires que a généré le bien. Alors, l'autre intérêt fiscal également, dont j'ai commencé j'ai même complètement parlé, c'est la réduction donc, de la base imposable, donc l'optimisation fiscale en détention. Ici, ça va être le fait de pouvoir donc amortir, déduire les charges et donc venir réellement baisser la base taxable. Pour que ce soit un peu plus concret par rapport à la SCI, j'ai fait une sorte de tableau avec une comparaison, ce qui permet de voir un peu plus clair et de résumer ce qu'on vient de se dire. Donc en SCI, l'activité principale, il faut que ce soit une société civile, donc location nue. La SRL de famille, ça va être davantage les locations meublées, para-hôtellerie, location de locaux professionnels, etc. La fiscalité sur la SCI, ce qu'on veut, c'est être en revenu foncier à l'IR. Ce qu'on ne veut pas, c'est tomber justement à l'impôt sur les sociétés. En SARL de famille, donc, on a la possibilité d'avoir une option à l'IR sans limitation de durée, ce qui est très intéressant. La responsabilité en SCI, elle est indéfinie. En SARL, elle est limitée aux apports. En SARL de famille, en général, c'est quand on veut faire croître le patrimoine immobilier, souscrire des emprunts, avoir réellement une vision commerciale de l'activité et du patrimoine immobilier. Et donc, comme on prend des risques dans une SARL de famille, on est bien content d'avoir une responsabilité qui est limitée aux apports. La transmission, comme on l'a vu avec Marie Berthet, elle est très optimisée dans la SCI. Je dirais qu'en SARL de famille, c'est pas qu'elle est pas optimisée, mais c'est moins central dans la réflexion du choix de la SARL de famille. Ensuite, pour ce qui est de la rédaction des statuts, dans la SCI, il y a une vraie souplesse dans la rédaction des statuts. Dans la SARL de famille, c'est plus encadré parce que le code de commerce, pour le coup, sur la SARL, est très fourni. C'est-à-dire que beaucoup de règles sont fixées par le code de commerce pour ce qui est de la SARL. Ensuite, attention à la requalification de location meublée pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés. Si vous dépassez les fameux 10% de recettes, vous passez à l'IS. Et en SARL de famille, la location meublée est pour complètement l'activité qui est attendue dans ce type de société. La fiscalité à la revente, donc il y a les abattements qui sont possibles en SCI, en SARL de famille, ça dépend de si vous êtes en LMP ou LMNP. D'un point de vue concret, si je prends un exemple à loyer similaire dans une SCI à l'IR, donc si vous êtes donc en location nue, vous avez un loyer de 18 000 €, des charges de 3 000, l'amortissement ne va pas être applicable, le résultat imposable est donc de 15 000 € si on fait si on applique l'impôt, vous allez avoir un impôt à 7 080 €. En SARL de famille, vous avez le loyer à 18 000, des charges à 3 000, un amortissement à 10 000 €. Le résultat imposable est donc de 5 000 et donc vous avez un impôt à 2 360 €, ce qui fait un gain de 4 720 € par an. Donc, en fonction de la visée que vous avez de l'exploitation de votre patrimoine immobilier, vous allez effectivement aller davantage vers une SCI ou une SARL de famille. Alors, la SCI, elle est
vraiment adaptée, comme je disais tout à l'heure, à la détention patrimoniale sur le long terme. Elle n'est pas optimisée pour la location meublée, à l'inverse de la SARL de famille, qui est beaucoup plus adaptée pour donc les activités commerciales type location meublée, avec donc l'avantage principal qui est le mécanisme de l'amortissement du temps de la détention du bien. Comme on l'a vu, par contre, l'amortissement est réintégré dans la plus-value. Attention donc à cette réintégration qui est aujourd'hui malheureusement d'actualité. Alors en conclusion, à activité identique, la fiscalité, elle peut être grandement réduite. La SCI, comme je l'ai dit, la logique, elle est vraiment patrimoniale et il y a une logique de transmission qui est organisée. La SARL de famille, on est vraiment sur une logique d'exploitation et d'optimisation fiscale du patrimoine immobilier, donc la vision n'est pas la même. La qualité de la rédaction des statuts est déterminante dans les deux cas, à savoir qu'effectivement, la SCI permet plus de liberté dans la rédaction des statuts que la SARL de famille, mais ça reste très important d'être accompagné même dans la rédaction de la SARL de famille. Et je crois qu'on en a fini.